Cette journée d'audition en recevant les représentants de plusieurs festivals de musiques actuelles. Alors, Monsieur Mohamed Banas, président du Hellfest, Madame Cindy Pajot, responsable de la responsabilité sociétale des organisations, et Monsieur Éric Perrin, responsable de la communication. Madame Émilie bonjour à vous trois. Madame Émilie Yakish, co-directrice en charge du projet des Francopholies de La Rochelle. Monsieur Dimitri Gavinck, co-directeur en charge de l'administration, et Madame Aude Elio, référente VHSS et directrice des relations institutionnelles. Bonjour à vous trois. Monsieur Eddy Pierre ou Pierres, directeur général de Wart, mes excuses, qui gère le festival Panorama, et Monsieur Louis Bouchardot, assistant de direction et de coordination. Bonjour à vous deux. Pour les plages électroniques, Madame Allegra Trichard. Bonjour. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et du spectacle vivant d'une manière générale. Les festivals de musique, évidemment, sont dans ce champ et nous apparaissent comme des événements susceptibles de concentrer certains facteurs de risque déjà exposés devant cette commission d'enquête en matière de violences morales, sexistes et sexuelles. Ainsi, avons-nous souhaité faire le point avec vous sur les politiques que vous mettez en œuvre pour protéger vos salariés, permanents ou intermittents, les groupes invités, les bénévoles, le public de vos festivals, des violences qui pourraient y prendre place, mais aussi évoquer avec vous certains cas que vous auriez eu à gérer. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges durant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Monsieur Banas. Je le jure. Non, alors attendez, non, parce que là, monsieur... Voilà, allez-y. Je le jure. Merci, Madame Pajot. Je le jure. Merci, Monsieur Perrin. Je le jure. Merci, Madame Je le jure. Quiche. Merci. Je le jure. Merci, monsieur. Je le jure. Très bien. Je le jure. Je le jure. Éteignez votre micro, Monsieur Pires. Je le jure. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole pour un propos liminaire. Qui souhaite commencer? Monsieur Banas, Yes. Allez-y. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, je me présente, je suis Mohamed Banas, le président de l'association Hellfest Productions depuis mars 2023 et je suis en charge de la sécurité et de la sûreté du festival depuis 2015. Pour cette mission, mon rôle est de garantir que le Hellfest demeure un événement sûr pour les festivaliers, festivalières, ses partenaires, ses prestataires, ses artistes et ses équipes. Le Hellfest, pour dire un petit mot sur le Hellfest est un festival de musique extrême créé en 2006. Il se déroule à Clisson, dans le département de Loire-Atlantique. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des festivals, les plus grands festivals de musique en Europe pour sa programmation éclectique, ses 6 scènes et son ambiance immersive. Chaque année, il ressemble plus de 60 000 personnes par jour. Près de 180 concerts ont lieu sur 4 jours. Son ambition est de célébrer la diversité et la passion des musiques extrêmes, metal, hard rock, punk et punk. Ce qui fait que ça accompagne d'une responsabilité majeure, celle d'assurer un cadre respectueux et sécurisé pour toutes et toutes. Nous sommes ici pour aborder un sujet essentiel et sensible, les violences et harcèlements sexistes et sexuels. Nous reconnaissons que des cas ont été traités, certaines procédures sont en cours et nous les sous-estimons en aucun cas. Conscients des évolutions des mentalités et des attentes de la société, nous avons petit à petit engagé des démarches approfondies pour prévenir ces situations. Depuis 2022, en étant en charge depuis 2015 de la sécurité du festival, j'ai personnellement constaté une évolution notable. Alors que je gérais plusieurs signalements par édition, notamment liés à des comportements lors de slam, ces situations drastiquement diminué grâce à nos efforts de prévention. Cependant, ces initiatives ne suffisaient pas. Nous avons donc renforcé nos dispositifs avec l'appui d'experts et d'associations tout en organisant nos équipes. Un tournant a été marqué par la création en mars 2024 d'un poste de responsable RSO. Ce poste occupé par Cindy Pajot a permis une approche structurée et intégrée pour traiter cette problématique. Je lui cède maintenant la parole à Cindy pour détailler cette démarche.
Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs. Je suis Cindy Pajot, responsable RSO du Hellfest, donc responsabilité sociétale des organisations. Mon rôle consiste à diagnostiquer les enjeux environnementaux, sociétaux liés au festival, à structurer nos actions, à mobiliser les parties prenantes et à accompagner nos équipes dans la mise en œuvre de ces initiatives. Entre 2010 et 2017, Hellfest Productions a mis en place des stands de prévention couvrant divers enjeux, audition, addiction, sexualité. Ce n'est qu'à partir de 2018 que la lutte contre les VSS ont été intégrées, notamment grâce à des collaborations avec des associations, telles que le collectif Take Care, le planning familial, les Catherinettes. Cependant, la fidélisation de ces partenariats a parfois rencontré ses limites, notamment sur des désaccords liés à la programmation artistique ou des actualités. En 2022, face à ces défis, nous avons lancé le dispositif Hellwatch, un service spécifiquement dédié aux VSS, venant compléter l'offre de la baraque à teuf sur la dictologie et Stop aux violences sexuelles Vendée. Ce dernier reposait sur une équipe de bénévoles formés et coordonnés par un psychologue spécialisé et une application de signalement. En 2023, cette équipe s'est étoffée de 60 volontaires. Malgré ces avancées, nous avons constaté que ce dispositif n'était pas encore à la hauteur des attentes et des besoins liés à la taille du festival. C'est pourquoi en 2024, nous avons repensé notre approche avec la création de Hellcare, ce parcours de prévention, d'accompagnement et de signalement qui comprend un accueil prévention, des cellules d'écoute psychologique et de signalement avec un accueil assuré par un psychologue diplômé, une application mobile de signalement, un email et une ligne téléphonique dédiée, des maraudes sur l'ensemble du festival avec un psychologue à chaque fois présent dans les maraudes, la présence d'un gendarme du pôle judiciaire et de la gendarmerie nationale pour le dépôt de plainte. Des actions sont portées pendant le festival par 150 volontaires, dont 36 psychologues diplômés. En 2019, ils étaient 19. Et notre volonté, c'est que cette année, on puisse être passé à 36. Ils sont répartis sur 4 espaces Hellcare, complétés par 14 membres de notre équipe permanente qui sont formés aux discriminations, harcèlement, violences sexistes et sexuelles, répartis dans les zones notamment artistiques, techniques, clubs, partenaires, VIP. Hors période du festival, on a créé un comité d'alerte qui est composé de 4 référents DHVSS, donc le président, moi-même, une attachée de production et une administrative en charge des ressources humaines. En parallèle, un protocole DHVSS a été élaboré et mis à jour régulièrement pour structurer notre réponse. Cette approche, qui aujourd'hui, à notre connaissance, est le plus gros dispositif sécuritaire des festivals de France, reflète notre engagement à être proactif dans cette démarche, face à cet enjeu de lutte contre les DHVSS. Je passe maintenant la parole à Éric Perrin, notre responsable communication et programmateur, et un des programmateurs, pour évoquer notre politique en matière de programmation artistique. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, je suis Éric Perrin, responsable communication et l'un des 4 programmateurs du Hellfest. Mon rôle, ainsi que celui de mes collègues, est de garantir une programmation artistique diversifiée et de qualité, tout en veillant à ce qu'elle soit cohérente avec nos valeurs et nos engagements. Comme mes collègues l'ont précisé avant moi, nous tenons à réaffirmer que la lutte des VHSS contre les VHSS est au cœur de nos préoccupations et qu'elle s'applique aussi aux artistes que nous programmons. Sur ce sujet, nous faisons confiance à la justice pour éclaircir ces situations et nous nous basons exclusivement sur ces décisions pour orienter nos choix. En aucun cas nous ne souhaitons nous substituer à elles. Notre responsabilité est de proposer une plateforme artistique qui reflète la diversité des talents et laisse à chaque festivalier et festivalière la liberté de décider s'il souhaite ou non participer à un spectacle. Depuis 18 ans, nous œuvrons aussi pour que le Hellfest soit un espace inclusif, accessible et ouvert. En 2010, les femmes représentaient 6% des participants à notre festival, tandis qu'aujourd'hui elles constituent 30% de notre public. Cela passe aussi par des efforts accrus pour mettre en avant des artistes féminines et issues de minorités. Pour preuve, lors de notre édition 2025, une journée entière sera dédiée aux formations féminines sur l'une de nos 2 main stages, en plus des 45 groupes comptant dans leur formation des musiciennes qui se produiront sur les 6 scènes du festival durant les 4 journées. Nous vous remercions, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, pour votre écoute. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs
Les Francopholies sont un festival qui est très identifié, mais ce n'est pas qu'un festival. Permettez-moi juste de repréciser que c'est un projet artistique et culturel qui se déploie tout au long de l'année à La Rochelle. En effet, nous sommes une équipe installée à La Rochelle. On est 9 permanents, et donc avec Dimitri Gavin et Odélio, nous faisons partie de cette équipe. Donc les Francopholies sont un acteur qui se veut régional, mais à dimension nationale. Ce projet artistique et culturel que nous portons au-delà du festival comprend d'une part un dispositif d'accompagnement des jeunes artistes qui s'appelle le Chantier des Francopholies et qui a notamment accompagné à leur début des artistes comme Juliette Armanet, Oshi, Big Flo-Oli, Thérapie Taxi, Zao Sagazan ou encore Pomme. D'autre part, les Francopholies développent depuis de nombreuses années des actions en direction des publics scolaires ou jeunes publics avec un programme qui s'appelle Francophonie Éducation visant à faire connaître la chanson, sa pratique et sa connaissance par le plus grand nombre. Donc notre activité s'inscrit tout au long de l'année dans le quotidien des Rochelais et nous permet de tisser des liens avec un nombre important d'acteurs du territoire. Le festival, quant à lui, bien que très médiatique, reste un festival à taille humaine. Les Francopholies se situent et se déroulent autour du port de La Rochelle. On a une scène principale de 12 000 personnes, mais on collabore aussi avec la scène nationale de la Coursive qui a 3 lieux, la salle de musique actuelle de la Sirène, et donc c'est en tout 8 scènes qui sont autour de ce port et qui nous permet de présenter une programmation principalement dédiée aux musiques actuelles, avec des programmes jeunes publics également, et une part dédiée à l'émergence qui est importante et en lien avec notre programme du Chantier des Francopholies notamment, mais pas que. Donc en gros, c'est 120 artistes programmés par an. Le budget du festival est de 8,8 millions d'euros environ, dont 80% de ressources propres et 20% de soutien de la DRAC, des collectivités territoriales ou des organismes professionnels. Pour la 40e édition en 2024, pour vous dire un petit peu le public qui fréquente notre événement, nous sommes en majorité sur un public féminin qui est composé de 68,9% de femmes, une moyenne d'âge de 38 ans et un public qui est de plus en plus régional, voire départemental, puisque 50% des festivaliers et festivalières venaient de Charente-Maritime en 2024. L'équipe s'est saisie des sujets de lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel, et elle a totalement intégré dans sa politique RSE qui fait l'objet d'une certification ISO 20121 depuis septembre 2021. Cette politique RSE et notamment pour le sujet des VHSS, mais pour d'autres sujets, nous a permis pour chaque sujet d'objectiver des temps de travail, de les partager, de les travailler avec l'ensemble des membres de l'équipe et aussi de prendre conscience de la nécessité de travailler l'ensemble de ces sujets avec les parties prenantes qui sont ceux de notre écosystème. Je laisse Dimitri compléter nos actions. En 2018, nous avons intégré la formation des dirigeants et des cadres à notre plan de formation. Depuis 2022, l'ensemble des équipes permanentes est formé. Chaque année, un temps de sensibilisation pour les équipes renforts est mis en place. Nous avons intégré dans notre document unique d'évaluation des risques professionnels les risques psychosociaux dont les VHSS font partie intégrante. Pour ce faire, nous avons eu recours à des prestataires sur les conseils de Thalys Santé et cela nous a permis de valider le dispositif en place et de construire un plan d'action adapté aux spécificités de nos métiers. En termes d'affichage, nous mettons en place l'affichage obligatoire, dont celui de la cellule audience et un affichage avec les contacts des référents VHSS du festival. Cet affichage à destination de nos salariés et de ceux de nos prestataires est présent dans les vestiaires, loges, catering, toilettes et espaces de production. 2 référentes VHSS sont présentes durant le festival et sont joignables par téléphone ou SMS de façon anonyme ou non. De plus, une permanence d'1 heure est mise en place chaque jour du festival afin que l'ensemble des personnes présentes sur place puissent les identifier et prendre si besoin le temps d'un échange. Par ailleurs, nous avons rédigé et intégré un article spécifique à nos contrats de travail, mais également au règlement intérieur du festival, ainsi qu'aux contrats avec nos prestataires et partenaires. Nous avons également un affichage spécifique à destination des festivaliers. Cet affichage porte sur le thème du consentement et fournit les indications nécessaires pour les victimes ou témoins de VHSS. Une vidéo reprend ces éléments sur nos écrans géants et est diffusée chaque soir du festival. Elle est également diffusée en amont sur nos réseaux sociaux. Nous avons également co-construit avec la ville de La Rochelle des oasis, espaces de prévention et d'information. 4 espaces de ce type sont mis en place sur le festival. Sont présents des associations telles que le Planning Familial, Gyrophare, le Centre d'information du droit des femmes et des familles, La Rochelle Pride et le Centre de santé sexuelle. Pour terminer, nous vous informons que le protocole de signalement et de recueil des témoignages et d'enquête interne est construit selon les directives de l'accord de branche de notre convention collective du 22 novembre 2023. Merci de votre attention. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, peut-être faire rapidement pour compléter le dispositif de signalement qui est celui que vous avez
qu'on vous a présenté largement dans d'autres auditions, qui est celui de l'accord de la convention collective des entreprises de spectacles vivants privés. Juste vous préciser peut-être que au Francofolie, le sujet VHSS, il a été mis en œuvre et appréhendé depuis 2018. Moi, je suis référente avec un binôme, enfin une binôme depuis 2018. On est formé depuis 2018. C'est-à-dire que le protocole que l'on avait dessiné, il était en œuvre avant le CNM, c'est-à-dire au temps du CNV, et que ce n'était pas encore un sujet. Bien évidemment, il s'est conformé aux prescriptions qu'a pu donner le CNM, puis évidemment la convention collective. Rapidement, le process, on peut le décrire en quatre étapes. Première étape, pour nous c'est indispensable, c'est la protection de la victime. Ensuite, le recueil de la parole. Documenter au maximum les événements qui peuvent nous être portés à notre connaissance, et enfin les formaliser pour les conserver, pour les mettre à disposition de la victime en fonction de ce qu'elle souhaitera faire, et vraiment lui expliquer toutes les opportunités qui s'ouvrent à elle, et bien lui indiquer qu'on sera à ses côtés quoi qu'elle décide. Voilà pour cadrer et faire rapidement, parce que ce protocole, je pense qu'on vous en a parlé à plein de fois. Merci, on y reviendra de toute façon. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, merci. Je m'appelle Allegra Trichard, je suis directrice de la société Allover, qui produit donc des concerts et des festivals dans le département des Alpes-Maritimes principalement. Notre festival le plus important est les plages électroniques de Cannes, qui réunit 60 000 festivaliers et festivalières pendant 3 jours. Ce sera sa 19e bougie cette année. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour cette opportunité de prendre la parole sur un sujet si important. J'ai commencé chez Allover en 2018, ce qui coïncide avec les révélations autour de l'affaire Weinstein et le développement du mouvement MeToo. Peu après, le CNM a lancé la commission d'égalité femmes-hommes, qui a permis de donner l'impulsion et de financer de nombreux projets ayant eu le mérite de mettre sur la table au sein de notre industrie, le sujet des VSS, et plus largement du sexisme, mais aussi de sensibiliser massivement sur ces sujets. De notre côté, nous avons essayé, à notre échelle, d'agir à différents niveaux. En interne, en nommant des femmes à des postes de responsabilité, les salariés de Allover sont 100% des femmes, et on parle quasi quotidiennement de ces sujets. Ce qui permet de développer la sororité, de créer un climat de confiance et de favoriser la libération de la parole. Des sessions de formation pour les équipes encadrantes sont mises en place, mais également pour les responsables de la sécurité et les responsables de poste, notamment les barman qui sont en front. On fait tout ça grâce au soutien d'associations comme Act Right ou Sound Sisters ou encore le planning familial. On essaye d'agir en externe auprès des publics, avec des dispositifs de prévention et de sensibilisation sur l'ensemble de nos événements, ce qu'on appelle les safe zones, encadrés par des associations militantes. Selon les années, ça peut être le planning familial, le CIDFF, l'association Nous Toutes, Sound Sisters, etc. Ce sont des lieux ressources pour s'informer, mais aussi être écoutés et pris en charge en cas de problème pendant les événements. Une équipe de maraudes également circule sur le festival et identifiée et identifiable comme des personnes ressources pour discuter ou signaler. Des campagnes de communication sont mises en place en amont sur les réseaux sociaux et via différents leviers de communication. Une adresse mail dédiée aux festivaliers pour donner un moyen de communication privilégié avec les équipes sur ces sujets spécifiquement. En marge de tout ça, et notamment grâce au financement du CNM, on arrive à mettre en place régulièrement des tables rondes pour discuter de ces sujets, les mettre sur la table avec des artistes, des hommes et des femmes politiques. Et une étude d'impact est menée tous les ans par un institut d'études et de sondage qui s'appelle GECE. Et dans le cadre de l'étude d'impact économique et étude des publics, il y a toute une partie sur les VSS où on essaye de comprendre si jamais il y a des agressions, où est-ce que ça se situe, et du coup pour pouvoir mieux cartographier le festival et améliorer la sécurité par zone ensuite les éditions suivantes. Un protocole de sécurité est mis en place pendant le festival à destination des publics mais aussi des staffs. Le cocktail Angela, que vous connaissez peut-être, en commandant un cocktail Angela auprès d'un barman, ça déclenche tout un protocole de sécurité. Pour que ce protocole fonctionne, les barman, les agents de sécurité, les associations, les staffs encadrants, les équipes de maraude sont au courant qu'en cas de situation de harcèlement, de violence sexuelle ou sexiste ou autre forme de violence et de discrimination, ils doivent
1. Se rapprocher de leur responsable de poste. 2. Le responsable de poste se connecte sur le canal de la régie et fournit les informations suivantes. Nom, prénom, localisation, nature du problème et identification des victimes et agresseurs si possible. L'équipe régie contacte alors les services de sécurité pour qu'ils se rendent sur place et fassent circuler l'information à leurs propres équipes. Un membre de l'équipe régie se rend également sur place. En fonction de la situation, la victime est orientée vers la protection civile et ou les associations. L'agresseur est appréhendé et escorté jusqu'au commissariat déporté qui est présent sur site. On essaye donc par ces différentes mesures d'assurer la protection des salariés et des publics. Et malgré tout, il arrive quand même qu'on se retrouve face à des situations difficiles. Et chaque situation est assez unique. Selon les cas de figure, même de manière générale, on réunit toutes les parties prenantes, on se pose avec également les associations présentes sur site et on essaye de trouver des solutions ensemble pour régler les problématiques. Alors, on travaille dans ce sens-là, on se bat pour améliorer les choses. On a conscience que c'est pas parfait et qu'il y a encore un long chemin à parcourir et on espère qu'on va y arriver. Merci. Madame la Présidente, Monsieur les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'offrir la parole pour m'exprimer au nom de l'association WART, dont je suis directeur général. En premier lieu, je tiens à saluer le travail essentiel entrepris par cette commission. Nous espérons qu'elle contribuera à faire évoluer les mentalités face à toute forme de violence, en particulier celle dirigée contre les femmes et les minorités de genre. Nous espérons également qu'à travers les nombreux témoignages qui sont et seront recueillis, soit facilitée l'écoute attentive et préventive des victimes et plus globalement la libération de la parole pour que de tels agissements ne soient plus tolérés dans le secteur culturel comme ailleurs. Enfin, nous appelons de nos vœux un renforcement des outils à notre disposition, de l'accompagnement des professionnels, des accords de branche jusqu'au travail législatif. Depuis plus de 25 ans, l'association WART a construit un modèle unique de développement dans le paysage musical français. Il allie l'organisation de spectacles et du festival Panorama et l'accompagnement d'artistes en tournée, tout en enracinant un projet culturel ambitieux à Morlaix dans le Finistère. Avec un budget annuel de plus de 13 millions d'euros, principalement généré par la production de spectacles, WART est aussi l'un des 3 cofondateurs du SIU, lieu culturel innovant en pays de Morlaix. Certains chiffres sont révélateurs de notre forte croissance ces dernières années. Un nombre de salariés permanents passé de 10 à 24 entre 2020 et 2025. Une parité parfaite et caractérise cette équipe permanente. Plus de 480 salariés au total entre intermittents et permanents, soit une équivalence temps plein de 40 personnes. Un catalogue d'artistes qui compte désormais plus de 60 projets, parmi eux Zao de Sagazan, Jeanne Haddad, Compromat ou encore Naive New Beaters. Un mot sur le festival Panorama, à travers lequel WART a amorcé une transition majeure lors de son édition en 2023. Alors que l'association WART et ses activités de production de tournées sont en forte croissance, nous avons fait le choix de la décroissance pour le festival Panorama. La pluralité de la programmation est également un objectif majeur de cette nouvelle formule, avec désormais une majorité d'artistes féminines, mixtes ou non-genrées. En tant que producteur de spectacles, WART s'engage à accompagner et soutenir ses artistes en tenant compte de la diversité qui caractérise son catalogue. Nous veillons à ce que leur confiance repose sur des valeurs partagées et un respect mutuel. Les enjeux liés au genre, ainsi que la lutte contre toute forme de violence, suscitent un réel intérêt chez de nombreux artistes produits par WART qui s'engagent activement à travers leur art dans ces causes et d'autres combats sociétaux. Nous avons été confrontés à des situations de violence sexistes et sexuelles, mises en lumière notamment par une enquête de Mediapart. Bien que, comme nous l'avons reconnu publiquement à ce moment-là sur les réseaux, nous ayons pu faire preuve d'un manque de clairvoyance à l'époque, nous avons depuis déployé de nombreuses actions pour prévenir la répétition de telles situations. À la suite de la publication de l'article et des révélations concernant les agissements du musicien Arnaud Robutini, il est devenu évident que les artistes que nous accompagnons, tout comme nos salariés et partenaires, réclameraient des garanties afin de préserver la confiance qu'ils nous avaient accordée. Cette confiance à nouveau acquise repose sur l'indépendance de WART et sur des valeurs fortes reconnues par beaucoup comme essentielles à notre structure. Nous n'avions néanmoins pas attendu cette affaire pour mettre en œuvre depuis de nombreuses années
dans le cadre du festival Panorama notamment, une politique de prévention visant à lutter contre les pratiques à risque, ainsi que toute autre forme de discrimination envers les publics. Citons ainsi la tenue systématique d'instants de prévention animés par une équipe qualifiée lors des soirées club Ossiou à Morlaix et du festival Panorama, les collaborations engagées entre WART et divers organismes et associations du territoire pour signaler et traiter efficacement les cas de VHSS. Une communication comprenant numéro d'urgence, contact des associations d'aide aux victimes, informations sur les démarches à suivre pour signaler un comportement inapproprié. Un autre engagement a été la rédaction d'une charte interne, bien sûr, élaborée par un groupe de travail composé de salariés, de membres de la direction et du conseil d'administration, et désormais signée par l'ensemble des collaborateurs. Cette charte instaure une politique de tolérance zéro face à tout type de violence. Autre sujet majeur, la formation. La direction, les cadres et l'ensemble des équipes permanentes ont suivi des formations dédiées au VHSS. Nous avons récemment élargi ce dispositif en le recommandant à tous les groupes et artistes accompagnés par WART, ainsi qu'au personnel de production et de régie, souvent intermittents, qui contribuent tout au long de l'année à la réalisation de nos projets, notamment du festival. Plus de 60 personnes ont déjà été formées. L'objectif de notre dispositif est désormais de former l'ensemble de nos collaborateurs, soit plus de 500 personnes. Ainsi, notre dispositif de formation et de signalement souhaite aller au-delà de l'accord de branche conclu entre les partenaires sociaux et professionnels de notre secteur. Nous pourrons bien sûr vous présenter l'ensemble de ce dispositif de formation en détail, process de signalement, guide informatique VHSS et charte. Je conclurai là mon propos préliminaire en me tenant bien sûr à votre disposition pour les questions qui vont venir. Je vous remercie. Vous souhaitez compléter ? Non, j'ai rien à ajouter. Merci. Alors, monsieur le rapporteur, pour la première série de questions. Oui, merci, merci pour vos propos liminaires. Dans le monde de la musique et des festivals, vous concentrez un certain nombre de facteurs de risque. Le premier étant la consommation d'alcool, voire d'autres. Des liens qui peuvent être des liens de proximité entre le public, avec ce caractère festif de la danse qui peut permettre à certains d'avoir des gestes qui sont des gestes qui tombent sous le coup de la loi. La question de la fatigue aussi dans les festivals, pour en avoir fait un certain nombre, on voit parfois des jeunes qui sont là depuis très longtemps et qui sont fatigués. Donc comment vous gérez la question du public, c'est le premier point. Et il y a un deuxième aspect qui est aussi un facteur de risque dans votre milieu, c'est que vous avez des personnes qui à certains moments peuvent avoir le pouvoir de décider qui va être programmé, comment, et donc qui ont quelque part une capacité, une relation de pouvoir très forte sur des artistes, sur des groupes, et donc peuvent d'une manière ou d'une autre peut-être en abuser. Comment vous gérez tout ça et comment, surtout sur la question du public, qu'est-ce que vous avez mis en place pour faire de la prévention, pour que les jeunes femmes et aussi les jeunes hommes qui viennent dans les festivals et de la sensibilisation autour de l'alcool, certes, des conduites addictives, certes, mais aussi des attitudes à avoir quand on est en groupe. Comment vous gérez ça et qu'est-ce que vous avez mis en place de façon très concrète ? Qui souhaite répondre ? Madame Yaki. Il y a deux volets dans ma question. Pardon, il y a deux volets. Je vais peut-être répondre sur le premier volet, en tout cas sur la partie publique. Alors peut-être que ce qu'on peut dire, en effet, vous avez mis en premier lieu comme facteur de risque l'alcool. Certes, c'est un sujet important. C'est vrai que j'aurais peut-être d'abord mis la proximité des gens. Peut-être pour dire que
il y a parfois aussi une attention qu'il faut porter sur les moments festifs qui ne sont pas toujours tous liés à des consommations d'alcool. Je pense que c'est important pour nos métiers d'avoir l'occasion aussi de le dire. Ce qu'on a mis en place, on parlait, je pense qu'on a à peu près tous là, les festivals cités, des espaces de prévention et des espaces de safe zone. C'est vrai que c'est des dispositifs qui sont relativement récents, mais qui datent de 2018-2019, d'avoir des espaces où les festivaliers peuvent venir se poser, se mettre à l'écart d'une situation délicate, de pouvoir de venir discuter avec des associations spécialisées ou des personnels formés. L'affichage est important aussi, la pédagogie, on a beaucoup parlé de formation, il y a aussi une pédagogie qui est générale auprès des festivaliers à continuer à mettre en œuvre pour pouvoir continuer à indiquer à tout un chacun et qualifier ce qui est de l'ordre d'une agression sexuelle, un agissement sexuel ou sexiste. En tout cas, il y a des choses de vocabulaire qui sont, et d'actes qui sont importants à qualifier et à dire et à redire pour que, au-delà des moments festifs que sont les nôtres, dans le quotidien de tout un chacun, ces notions soient totalement intégrées et qu'on prévienne de façon pérenne de tels agissements. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question concernant la programmation, c'est important de dire qu'une programmation d'un festival se fait dans un contexte, dans un écosystème qui est souvent lié au fait d'avoir une proposition d'artistes qui sont en tournée et que chaque comité artistique, je pense qu'il y a souvent plusieurs personnes dans les événements à travailler et à décider la programmation des artistes. Il est important de prendre en compte à la fois les scènes qui sont proposées, la tournée en cours de l'artiste, le potentiel public que l'artiste peut mobiliser et la ligne artistique et éditoriale. Donc il y a quand même un travail qui se fait au long cours et qui a différentes étapes qui sont importantes. Si je parle des Francopholies, on a un festival qui se passe du 10 au 14 juillet, à peu près chaque année. On annonce les premiers noms de programmation en novembre et on commence ce travail à peu près en avril de l'année précédente. Donc c'est quand même un travail qui se fait au long cours et qui ne se fait pas, qui est un travail sérieux avec plusieurs étapes. Pour compléter sur la partie publique, nous faisons appel à un prestataire, Titan Sécurité, qui existe depuis 1996 et qui est reconnu comme un acteur du secteur de la sécurité des spectacles et de l'événementiel. On travaille avec eux sur une mise en place d'une stratégie globale d'accueil des publics, de gestion des flux, de palpation de sécurité et de sécurisation des espaces. C'est 110 agents présents durant le festival, 70% du côté du public et 30% du côté du backstage. Et une partie d'entre eux sont physionomistes, et ce qui permet de désamorcer des situations avant même qu'elles n'arrivent. Et c'est parfois ce qui peut nous éviter des problèmes. Notre prestataire de sécurité a un référent VHSS au sein de sa structure, mais on constate que tous les agents ne sont malheureusement pas formés. Pour compléter, je pense que nos festivals sont des lieux où on sociabilise, donc des lieux particulièrement intéressants. Je pense notamment aux zones camping dans les festivals pour aborder ces questions-là et sensibiliser et échanger sur cette problématique-là avec les festivaliers. Par exemple, je me rappelle en 2018, sur le festival Panorama, on avait choisi d'avoir un livret de festival qui ne parlait pas de la programmation, mais qui parlait des actions de sensibilisation et aussi qui, je dirais, ne mettaient pas sous le tapis ces problématiques-là. Parce qu'il nous paraît important que nous, festivals, nous, programmateurs, nous, directeurs, nous puissions porter cette parole, même quand il y a des choses pas bien qui se passent. Parce que c'est une manière, je pense, et c'est ce qu'on avait voulu faire dans cette communication, de permettre aussi aux festivaliers, festivalières qui rencontrent des problèmes, de pouvoir aussi prendre la parole. Parce que je pense que si nous, les premiers, on ne prend pas la parole, voilà, on n'amène pas un signe positif pour
les festivaliers. Donc je sais qu'on avait travaillé là-dessus, et on a travaillé aussi, je pense qu'il est important de travailler en amont. On a notamment beaucoup travaillé avec les lycées ou avec les étudiants du territoire à comment ils préparent leur festival. Ça, c'est un travail qu'on a fait avant. Évidemment, il ne touche pas tous les festivaliers, mais il me paraît important aussi à mener pour amener une question de responsabilité partagée. Et bien sûr, après, il y a tout ce dispositif qui est mis en place pendant l'événement, qu'on a largement ici déjà, mais on pourra revenir dessus, expliquer. Merci, tu voulais poursuivre? Oui, juste compléter, dans ces mises en place de prévention, donc justement, dans cette relation avec le public, il y a deux niveaux. Il y a la prévention, évidemment, il faut en faire, et puis il y a parfois la gestion de crise, où il peut vous être signalé, ou des bénévoles à qui on peut signaler à des bénévoles des faits qui parfois relèvent du pénal. Alors, est-ce que vous avez commencé à mettre en place un partenariat avec les forces de l'ordre? On sait qu'il y a un PC sécurité sur les gros festivals qui est le fruit d'une grande préparation généralement entre les forces de l'ordre, la préfecture et les différents acteurs et partenaires du festival. Est-ce que sur la question, est-ce que c'est ce sujet qui est un sujet qui est peut-être plus récent, est-ce qu'il fait preuve d'une attention particulière pour mettre en place des protocoles, des relevés de preuves éventuellement? Vous avez des campings, vous l'avez dit sur vos festivals, des campings égale promiscuité, sous couvert un peu d'alcool, d'euphorie. Vous voyez que ça peut vite déraper. Est-ce que là-dessus, vous avez une surveillance aussi d'une façon ou d'une autre? Évidemment, vous n'allez pas être dans chacune des tentes, mais est-ce que vous avez des choses qui permettent de surveiller et donc d'avoir un lien très rapide avec les forces de l'ordre qui normalement sont là sur vos festivals? Vous avez parlé de PC sécurité. Je vais faire l'exemple du Hellfest. On a un PCO, on appelle un PC de commandement opérationnel, avec la présence des différents services de l'État présents sur le festival. Donc, avec chez nous, par exemple, on a des points de situation réguliers sur toute la journée. Donc, avec piloté par la préfecture, présence de la gendarmerie, du SAMU, du SDIS, de l'organisateur de la ville. On travaille en étroite collaboration avec la gendarmerie. Alors, nous, dans le fonctionnement, on a des équipes d'intervention, comme Franck Confoli qui en a expliqué, différentes équipes d'intervention qui sont sur le site du festival. Dans mes propos liminaires, je vous avais notifié que j'avais constaté une certaine évolution sur les signalements. Entre 2015, j'ai pris cette fonction-là, et aujourd'hui, en 2015, on avait des situations de signalement, vous parlez d'attouchement ou dans le cadre de slam. Aujourd'hui, en 2022, il n'y en a quasiment pas. Dans le cas où il y a un signalement qui nous est notifié, on a une équipe d'intervention qui prend en charge, la personne qui est soupçonnée de l'acte et qui est remis au service d'ordre et à la force de l'ordre de la gendarmerie, quoi. En tous les cas, il y a trop de collaboration, et on a des réseaux téléphoniques pour pouvoir communiquer entre les maraudes, les équipes de sécurité privée. Et voilà, je crois que j'ai perdu mon fil conducteur, quoi. Je vais compléter ton propos. Juste, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un slam? Vous avez besoin... Ouais. En fait, le slam, c'est une technique qui consiste à se faire porter un festivalier, ou une festivalière se fait porter par la foule. Et donc forcément, on se retrouve dans des situations où il peut y avoir des zones qui peuvent être touchées ou des actes. Donc il y a aussi un travail de sensibilisation aussi à faire là-dessus, sur attention où est-ce que vous posez la main, notamment sur quand une femme a envie de slammer. Moi, je voudrais compléter, en fait, pour faire le lien avec ce qui a été dit avant et ce que Mohamed a dit. Lorsque je suis arrivée au Hellfest, au niveau de l'état des lieux qui avait été fait, c'était que j'avais constaté qu'il y avait donc un stand avec une association qui était spécialisée sur la dictologie, un autre stand qui était spécialisé sur tout ce qui était
lutte avec l'association Stop aux violences sur tout ce qui était prévention sur les questions de violences sexuelles. Et il y avait de l'autre côté la partie L-Watch où il y avait des psychologues qui étaient présents. Là, l'idée cette année, c'était aussi de pouvoir restructurer et de remettre en place on a créé en fait un comité aussi de recherche et de développement où là, on a pu associer aussi d'autres parties prenantes. Parce que comme un festival, c'est un organisateur d'événements, mais on ne peut pas en fait ne pas être associé avec des assos dont c'est l'expertise et des corps de métier dont c'est l'expertise. Donc l'idée, c'est vraiment de co-construire vraiment une réflexion, de faire aussi des études, un état des lieux aussi concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre festival. Et donc là, l'idée, c'est aussi à terme de pouvoir avoir un système de sondage, de retour d'expérience et de pouvoir après, avec ce comité à l'année, analyser, travailler et faire avancer les sujets. Ça ne concerne pas que forcément les festivaliers ou les festivalières, mais c'est aussi de se dire, au niveau des techniciens, tous les intermittents ou femmes qu'on recrute, dans la zone aussi artistique, se dire comment aussi nous, on peut avoir une action aussi proactive au niveau des artistes, les sensibiliser aussi sur ce sujet-là, en mettant un système d'affichage, en expliquant aussi la technique des 5D, de pouvoir aussi se dire, voilà, si vous avez besoin d'échanger ou d'avoir un référent, d'avoir aussi la possibilité d'avoir un psychologue volant qui puisse venir pouvoir dédramatiser ou reposer les choses, rassurer et après faire le lien directement aussi avec les services de secours ou les services de sécurité qui peuvent être présents sur place. Merci. Tu veux poursuivre ou... Après, moi, je m'inscris. Non, juste parce que vous m'avez pas complètement répondu. Est-ce que vous avez un travail dans la préparation avec les forces de l'ordre dédié précisément à ce sujet? C'est-à-dire que dans les réunions préparatoires, il est question de sécurité, comment un blessé peut être, conduit à l'hôpital, par quel chemin, tout c'est très très précis, quels sont les protocoles en cas d'accident, etc. Et ce sujet-là, est-ce que c'est un travail qui est mis en place aujourd'hui avec les préfectures ou pas du tout? Est-ce que c'est une préoccupation qui est devenue une des préoccupations identiques à celle de la prévention, des addictologies, etc. Une réponse pour tout le monde, je pense que ça suffira. Allez, Madame Elio. Sur ce sujet, il n'y a pas un focus spécifique. En revanche, il est complètement intégré dans le cadre de comment évacuer une victime. Donc, si vous voulez, ce sujet-là, il est global et il est intégré dans une démarche plus large. Mais si ça pouvait faire le focus, et je pense que je vais parler pour tout le monde, l'objet d'un focus spécial d'échange entre le festival et les différents acteurs, nous, on est preneurs. Mais à ce jour, il est traité comme d'autres sujets. Ok, ça confirme ce qui nous a été dit sur d'autres événements. Je crois que c'est le Festival d'Avignon aussi qui avait répondu un peu de la même manière. Moi, j'avais plusieurs questions parce que les témoignages qu'on a eus dans cette commission disent quand même des difficultés très fortes à travailler parfois avec certaines de vos structures et des structures présentes autour de cette table. Et si besoin, j'irai plus loin pour mettre en place de véritables protocoles de lutte contre les VSS. Et donc... les témoignages que nous avons eus font mention de propos à caractère sexiste réguliers mis en place, existants dans les directions de festivals. Et on a des témoignages particuliers sur les francopholies. Donc la première partie vous concerne plus, messieurs et mesdames du Hellfest. La deuxième plus les francopholies, où là on a des témoignages vraiment de violences sexistes et sexuelle directement par l'ancien directeur des Francopholies, Monsieur Pont. Et donc, la question, parce que c'est nombreux, c'est concordant, voilà. Et donc, la question que je me pose, c'est, parce que vous étiez pour certains dans la direction de Monsieur Pont avant, comment vous avez-vous eu connaissance de ces faits? Petit 1, petit 2, comment les avez-vous gérés? Petit 3, quand il s'agit du directeur du festival, comment on fait?
Oui, alors donc du coup, donc nous sommes au poste de co-directeur avec Dimitri depuis septembre 2024 et nous avons organisé, en tout cas ça fait en effet un certain temps qu'on est qu'on travaille aux Francopholies. 24 ans pour ma part, je suis arrivée en stage en 2002. Je crois que Dimitri, à peu près autant de temps. Ce que je peux répondre à cette question, c'est que au titre de cette direction, je n'ai pas d'éléments pour répondre. Comment ? Pardon. Est-ce que vous travaillez avant dans la direction ? Alors, avant dans la direction ? Non, nous sommes à la co-direction depuis cette rentrée. Oui, mais avant, est-ce que vous étiez dans l'équipe des Francopholies ? Nous sommes dans l'équipe des Francopholies depuis 24 ans. Donc avez-vous eu connaissance de ces témoignages ? Pas au titre de nos missions qui sont celles que nous avons aujourd'hui. Vous avez eu connaissance de ces témoignages ? Non, pas de témoignages directs. Jamais ? Non. Directement, jamais ? Pas de forme de témoignage avec des faits, avec des dates, avec des lieux, avec des éléments factuels. Vous confirmez ? Oui, je confirme. Oui. Ok. Pardon ? Et Madame Elio, oui. Je confirme, et si il était le cas de témoignage qui devait nous parvenir, on a un protocole qu'on appliquerait. Il est plus membre des Francopholies, d'après ce que je comprends, monsieur. Quand bien même. Enfin, on appliquerait notre protocole. Et du coup, vous feriez quoi ? Parce que si les témoignages vous arrivaient, vous feriez quoi ? On accompagnerait les personnes qui portent ces témoignages. Ok. Eh bien, si elles nous entendent, qu'elles puissent parler publiquement. Sur le Hellfest, maintenant, alors on a eu des témoignages là aussi qui ne vous étaient pas complètement favorables, sur le fait qu'il y avait quand même une difficulté à mettre en place des protocoles qui soient véritablement respectés, qui ait vraiment une culture et une conscience de l'égalité au sein du Hellfest. On nous a aussi parlé des agents de sécurité et du fait qu'ils n'étaient pas forcément formés aux violences sexistes et sexuelles, et que quand on était victime sur le Hellfest, eh bien, il y avait peu d'endroits finalement identifiés et faciles où il était possible d'aller. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ces aspects-là ? On va répondre avec Cindy. Moi, je vais répondre dans un premier temps sur les agents de sécurité. On n'est pas en gestion de la formation des agents de sécurité. Donc, ils ont un CQP à passer, sauf erreur de ma part, autour de 175 heures sur 20-25 jours pour avoir la capacité de faire de la sécurité. Le VSS sont pas abordés. Voilà, je peux rien dire de plus. Donc, vous avez... Parce que vous contractualisez avec les agents de sécurité ? Avec les entreprises de sécurité, tout à fait. Est-ce que ça, vous pourriez le mettre dans le contrat que vous passez avec les agences de sécurité ? Oui, après, ça dépasse mes capacités, mes compétences là-dessus. Après, il faudra effectivement, dans la formation, envisager d'aborder le sujet des VSS sur les 175 heures de formation qu'ils ont. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller, quoi. En tout cas, ça me conseille. Parce qu'on a entendu que sur d'autres événements, alors là je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne sais plus sur quels autres événements, mais on le retrouvera dans les notes que nous avions prises, ils avaient mis ça dans le contrat, c'est-à-dire que les agents de sécurité puissent être formés et puissent avoir une formation de 3 heures de mémoire sur les violences sexistes et sexuelles. Non, il n'y a que moi qui m'en souvienne. Ah d'accord, il n'y a que moi qui me souviens de cette affaire. C'est possible, très bien. Et non, donc, juste en complément d'information, il y a certaines boîtes de sécurité qui sont formées. Il y en a une où le patron de la boîte intervient dans le cadre de formation au VSS. Donc voilà. Mais sinon, là-dessus, effectivement, je pense qu'il faut peut-être pousser à ce que dans les 175 heures, il y ait quelques heures de formation sur une intervention dans le cadre d'un VSS, quoi. Donc, après, je ne sais pas si je vous ai répondu sur ce point. Sur le dispositif, pas complètement. Il y aurait 60 bénévoles pour 60 000 festivaliers. Est-ce que vous confirmez ces chiffres sur Hellwatch ? Non. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la manière dont vous prenez vraiment en main ?
non pas juste le signalement, encore que là on a des témoignages sur le fait que les signalements sont difficiles à faire au Hellfest et que derrière ils ne sont pas forcément suivis des faits, mais après sur aussi la culture de l'égalité au sein de l'équipe, les remarques sexistes, En gros, moi, comme je vous expliquais tout à l'heure, au moment de mon état, quand je suis arrivée, donc il y a eu un état des lieux qui a été fait sur ce qui a été déjà mis en place. Et l'objectif, c'était vraiment d'améliorer et de faire en sorte que derrière, on puisse avoir un vrai protocole, une vraie organisation qui soit le mieux structurée possible et qui s'adapte aussi à la taille et aux enjeux qui sont liés au festival. Donc, en gros, au niveau de l'historique, de ce que j'ai pu constater, et en faisant le point aussi avec les échanges avec les équipes, c'est qu'il y a eu plusieurs tentatives qui ont été mises en place avec, que ce soit le planning familial ou les Catherinettes, sur des amorçages en fait d'accompagnement, et qu'il y a eu des désaccords qui ont été réalisés à un moment donné suite à des questions de programmation ou suite aussi à des questions de situations qui avaient pu avoir lieu. L'idée, ces désaccords, c'était par rapport à la programmation, à ma connaissance. En tout cas, c'était le retour qu'on avait eu, notamment par exemple, je sais qu'au niveau des Catherinettes, il y a eu plusieurs rencontres qui ont été réalisées. Il y avait une demande de subvention qui avait été faite auprès du CNM pour pouvoir lancer et contribuer à l'amorcement aussi au démarrage de l'association. Donc il y a une convention, une subvention de 10 000 € qui avait été accordée pour le développement de cette mise en place en fait, de cet accompagnement-là. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu donc une signature de convention et un rendez-vous où là, l'idée, c'était de pouvoir avancer. Et de ce que j'ai compris, c'était qu'au niveau de la programmation, il y avait une demande de pouvoir intégrer dans les clauses artistiques une clause DHVSS qui... Voilà, ce qui peut Pardon, dans les clauses artistiques, c'est-à-dire de ne pas programmer des personnes qui seraient... Alors, il y avait peut-être cette question morale, mais c'était surtout d'intégrer la clause, en fait, dans le contrat de l'artiste, une clause VSS. Voilà. Sauf que quand c'est pas si simple que ça, et peut-être après je laisserai la main, je vais finir mon propos. C'est pas si simple que ça. Enfin, c'est une clause qui demande juste à respecter le cadre légal dans notre pays. C'est-à-dire de ne pas agresser, de ne pas avoir des propos sexistes et sexuels. Parce qu'aujourd'hui, les propos sexistes et sexuels, ça s'appelle un outrage sexiste ou sexuel. C'est aussi dans la loi. Hein. Donc, je rebondis sur en quoi c'est compliqué. C'est-à-dire, vous êtes, entre guillemets, chez vous dans le festival, et ça marche pour tous les festivals et ça marche pour toutes les structures. Et il y a des structures, par exemple l'Opéra de Paris nous a dit qu'aujourd'hui ils faisaient signer ce protocole et qu'ils avaient même été déjà dans la configuration où, sachant les attitudes d'une personne, ils l'avaient déprogrammée. Les discussions que j'ai eues avec d'autres festivals nous ont confirmé aussi qu'ils accueillent. Donc quand on accueille, on souhaite que les gens qui viennent respectent les règles, entre guillemets, de la maison. Et donc, en quoi c'est compliqué ? Alors, aujourd'hui, ce qui a été mis en place, c'est qu'au niveau, en tout cas, des contrats artistiques français, il y a cette clause-là. Au niveau du rider artiste, accueil artiste, il y a cette clause-là. Sauf qu'après, sur l'accueil artiste étranger, c'est là où il y a un accompagnement et du travail qui est en train d'être mis en place. Je vais laisser la main à Mohamed. Tu fais partie d'un groupe de travail sur le sujet. Et peut-être ça vous donnera des indications pour votre groupe de travail. Un groupe étranger, il est en France. Hein. Et la loi, c'est la loi française. Voilà. D'ailleurs, je sais pas, excusez-moi, c'est pas que je sais plus, c'est que je sais pas dans quel pays la loi est tellement différente. Hein. La plupart des pays se sont à peu près dotés des mêmes lois. Donc je peux pas entendre l'excuse de c'est un groupe étranger. Mais je sais pas votre excuse, vous. Hein. C'est pas vous d'ailleurs que je mets en cause. Hein. C'est les riders, les tourneurs. Vous inquiétez pas. Hein. C'est pas vous que je mets en cause, mais c'est aussi pour vous aider, c'est-à-dire de leur rappeler tout simplement que la loi, c'est la loi dans notre pays. C'est une question qu'on se pose. On a évoqué. Il y a un groupe de travail qui s'est créé au sein d'Ecocène. Hein, je vous avais auditionné Ecocène avec des festivals, parce que nous on est festival, mais aussi des producteurs. Hein, les producteurs, ceux qui vendent l'artiste. Donc voilà, il y a un groupe de travail sur ce sujet-là. On se l'est approprié dans notre secteur. Voilà, on essaye de finaliser comment on peut contractuellement formaliser sous le contrat un désengagement avec l'artiste, dans le cas d'une situation qui amène à se poser la question de l'annulation ou pas de l'artiste.
Voilà, il y a une réflexion, il y a un groupe de travail, il y a eu des échanges, il faut le formaliser. Alors effectivement, vous parlez de contrat, il y a un contrat entre l'organisateur et des producteurs français. Nous, on fait beaucoup de contrats avec des producteurs étrangers. Donc voilà, après, il faut trouver un accord entre les deux parties pour formaliser quelque chose contractuellement. Alors, mais c'est quelque chose qu'on se pose la question. Pardon, monsieur le rapporteur, parce que moi, je dois aller voter en commission des Ouais, affaires sociales, parce que vous savez qu'il se passe plein de choses en même temps. Et là, il y a un vote très important dans la commission dont je suis membre, donc je vais m'absenter. Je vous laisse entre les mains de monsieur le rapporteur 5 minutes. Oui, juste pour revenir sur ça, il y a deux aspects en réalité sur ce que vous venez de dire. Il y a, et là, je comprends la difficulté. C'est pour ça que je ne comprenais pas la difficulté. Et peut-être je me suis... pour vous, c'est compliqué quand l'artiste est programmé et que vous avez connaissance de faits et l'artiste est déjà programmé, il est déjà... Voilà, ça c'est compliqué, je veux bien le croire. C'est pas simple, surtout qu'en plus, parfois ce sont des accusations et il n'y a pas encore eu la procédure, il n'y a pas eu encore de décision de justice, donc tout ça je comprends. Par contre, faire signer une convention demandant de respecter un certain nombre de choses, ça c'est différent et c'est plus simple. C'est moins engageant d'ailleurs, mais c'est quand même quelque chose qui va à mon sens, dans le bon sens, parce que ça veut dire tout simplement, ici chez nous, c'est safe zone et c'est tolérance zéro. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il y avait un petit... Cindy, on le fait sur notre rider. C'est une feuille de route, une feuille d'accueil pour expliquer, voilà, vous arrivez sur le festival, vous êtes dans les loges, voilà comment se tenir. Voilà, donc c'est notifié. Ça l'est notifié, c'est pas signé, mais ça l'est notifié en tous les cas. Et il y a certains comportements qu'on n'acceptera pas. Donc, Juste repréciser par rapport aux chiffres que Madame Rousseau demandait tout à l'heure. Donc le dispositif, ce n'est plus L-Watch, c'est L-Care. Et donc on a 150 bénévoles qui sont sur l'équipe, dont 90 sont dans les équipes maraudes. Et après, sont répartis dans les cellules d'écoute psychologiques, donc 36 psychologues. Et ensuite, on a donc des personnes qui sont au niveau de l'accueil-prévention. Et on a aussi, là, à partir de cette année, il va y avoir aussi des animations plus mobiles pour pouvoir toucher les zones bénévoles, équipes techniques et sur les zones camping. Et c'est aussi la cellule d'écoute psychologique qui est ouverte 24 heures sur 24, avec la possibilité d'avoir un psychologue volant qui puisse aller dans les zones artistes, dans les zones clubs, dans les zones techniques assez rapidement. Healthcare, pour signaler, on ne l'a pas évoqué, je ne sais pas si tu l'as évoqué. En tous les cas, on a cette année, en 2024, pour l'édition de 2024, mis en place une application de signalement téléchargeable sur les portables. Et juste pour info, on n'a eu aucun signalement sur un acte autour du VSS. Donc juste, c'est quand même important. C'est pas forcément une zone de non-droit sur ce sujet-là. Ne pas avoir de témoignages, c'est pas toujours nécessairement bon signe. Parfois, quand on a beaucoup de témoignages, c'est que justement la prévention est faite et que ça va dans le bon sens. Mais voilà, mais tant mieux qu'il n'y ait pas eu de témoignages. Ouais. C'est plus sur la cellule d'écoute psychologique. C'est bon. C'est plus sur la cellule d'écoute psychologique. Donc là, les chiffres qu'on a eu là cette année, c'est qu'on a eu 66 entretiens. Et au niveau des retours d'échange, et c'est là c'était intéressant de pouvoir échanger avec les psychologues sur le sujet. On a dû avoir 36%, c'était sur des sujets de VSS. Et c'était pas forcément lié à des situations qui avaient lieu sur le festival, mais des situations où les gens se retrouvaient avec des personnes avec qui ils avaient eu des actions en dehors du festival. Et c'est comment, après, derrière, on accompagne, on gère et on permet aux personnes de pouvoir, en fait, se libérer déjà la parole et de pouvoir dire, bon, bah, il y a le dispositif qui est en place. Donc vous avez la possibilité, donc avec un rappel du cadre de la loi, vous avez la possibilité de faire un dépôt de plainte si vous le souhaitez. Aussi en dehors du festival, une fois le festival passé, c'est d'orienter aussi vers les bons lieux d'accueil sur le sujet. Donc là après, on a une liste d'associations vers lesquelles on oriente. Et voilà, et après de pouvoir faire le lien avec les équipes qui sont en place. Sur les publics, les autres, vous voulez rajouter des points ou vous avez des... Sinon, parce qu'après, je passe sur un deuxième volet, c'est justement sur les formations que vous mettez en place sur
techniciens, techniciennes, sur les membres de l'administratif des festivals, sur les personnes que vous avez en emploi à l'année. Quelle formation concrète avez-vous mis en place? Est-ce que vous imaginez que tout le monde est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir former tout le monde sur ces sujets-là? Et comment vous pouvez avoir aussi une action de sensibilisation vis-à-vis de tous les intermittents? Alors, celle que vous employez, avec cette difficulté du statut d'intermittent, qui vous êtes l'employeur, mais c'est pour parfois des temps très courts. Donc comment, pour tous, pour toutes les structures, on commence par vous et puis on peut continuer ensuite, à moins qu'une autre structure veuille commencer, comme vous voulez. Ouais, comme ça, on ne va pas rester que sur le Hellfest. Voilà, ok. La Bretagne. Oui, alors je l'ai décrite un petit peu tout à l'heure dans mes propos liminaires, mais effectivement, il nous a semblé essentiel de former d'abord les dirigeants, les cadres, l'équipe permanente et l'ensemble des personnes qui produisent les événements. Donc, c'est-à-dire l'équipe encadrante, qui va être garante en fait du cadre. Et puis, depuis, on a engagé une formation effectivement élargie sur le maximum d'intermittents. Je l'ai aussi évoqué tout à l'heure. Alors là, c'est plutôt sur la partie tournée et production. On a engagé quelque chose, à mon avis, assez rare, c'est d'envisager de former l'ensemble des équipes de tournée. Alors, au minima, une personne par groupe, et j'espère bien plus. Là, les premières formations qu'on a mises en place, qui ont lieu ou à Paris, ou à Marseille, ou à Morlaix, ont vu en quelques semaines et mois s'inscrire plus de 40-50 personnes. Donc, plutôt encourageant quand on connaît le rythme de tournée, le rythme et le temps qu'il faut prendre pour faire de cette formation. Donc voilà, il y a ça qui est engagé et je pense que c'est un engrenage, c'est-à-dire plus de gens vont être formés, plus l'évidence de la formation s'imposera à toutes et tous. Donc voilà un petit peu comment on travaille, en tout cas nous aujourd'hui. Et si je me permets de rajouter, alors c'est un petit peu peut-être hors propos là tout de suite, mais on parlait tout à l'heure des équipes de sécurité. Effectivement, il y a une question quand même là-dessus qui me paraît essentielle et qu'il va falloir traiter, c'est comment effectivement, alors nous, on peut mettre on va dire, une convention en place avec eux, qui garantit qu'ils sont formés, mais la question c'est comment ils peuvent se former sur ces questions-là, comment on a la garantie qu'ils aient les moyens de le faire. Ça c'est vraiment très important, parce qu'on parle vraiment des gens qui sont les premiers en contact quasiment avec le public sur les événements. Donc je me permets de revenir sur cette partie-là. Ah oui, pardon. Juste, par qui vous êtes accompagné pour la formation? C'est une association, une structure, ou c'est fait en interne? Comment vous la faites? Oui, je ne l'ai pas précisé. Il se trouve qu'on a une membre de notre conseil d'administration qui est sexothérapeute et formatrice, qui nous a qui nous accompagne en ce moment sur l'ensemble des formations. Alors elle ou d'autres structures, mais en tout cas elle est garante du suivi de cette formation et elle se déplace en fait sur les différents lieux pour assurer ces formations ou les déléguer, en complément évidemment de l'équipe interne et des référents VHSS du CSE. Et on a fait le choix sur le festival depuis quelques années, désormais, de former en interne l'équipe bénévole qui accompagne les professionnels. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a aussi, et ça c'est un questionnement, je pense que les associations de prévention sont très très sollicitées, qui sont donc très pris, et donc on avait une problématique aussi de trouver des structures disponibles. Donc on a fait le choix d'une formation au plus près, dans la logique de ce que j'ai décrit tout à l'heure de décroissance du festival, et donc de former en local et sur le territoire du personnel. Ok, merci. Madame Trichat. C'est bon? Ok. De la même manière, nous, on commence par former les équipes encadrantes, la direction, les cadres et les responsables de poste. On est face à deux entre guillemets problématiques à surmonter. C'est qu'il faut qu'on aille bien plus loin que ça, et qu'il faut qu'on forme l'ensemble des responsables de poste, comme vous le disiez, que ce soit du côté des intermittents, que ce soit du côté des prestataires,
de sécurité, des fournisseurs, etc. Alors on arrive à le faire ponctuellement. Maintenant, il y a beaucoup de turnover dans nos métiers et de renouvellement d'équipe, si bien que je pense que pour que ce soit vraiment pertinent et performant, il faut qu'on réussisse à le mettre en place 2 fois par an, afin de vraiment réussir à sensibiliser tout le monde et à prévenir tout le monde, et aussi profiter de ces sessions de formation pour rappeler les protocoles de sécurité pour qu'ils circulent le mieux possible et que tout le monde soit bien au fait de comment gérer une situation. Donc, il faut qu'on en mette en place plus. Pour l'instant, on le fait 1 fois par an avec les équipes encadrantes, et tous les 2 ans, on réussit à former... On l'a fait avec la société de sécurité. Mais on doit aller plus loin. On travaille dessus pour 2025, et ça répond à un autre enjeu, une autre problématique, c'est qu'on est assez pas isolé sur notre territoire, mais disons que la plupart des associations qui interviennent dans ce champ-là, enfin une bonne partie, sont plutôt du côté de Marseille ou de Paris. Et jusqu'ici, chaque structure un peu du 06 partait ponctuellement à Marseille pour se former, etc. Donc on a la volonté en 2025-2026 de réussir à mettre ça en place de manière plus locale, en mutualisant aussi les différents organisateurs. Parce qu'il y a de la culture et du festif, mais il y a aussi beaucoup de congrès, et notamment des gros congrès comme le Lions ou le MIPIM, etc., qui ont aussi des volets festifs et des volets culturels, et qui sont demandeurs d'aller dans ce sens-là. Donc j'espère l'objectif c'est de mutualiser. Pour les francopholies. Les intermittents du spectacle, c'est compliqué pour nous. Ils viennent sur 1 semaine sur le festival et après repartent sur d'autres missions. Et on a les mêmes problématiques pour les amener sur des formations de sécurité, par exemple. Donc là, je sais que Ecocène, avec l'AFDA, sont en train de travailler sur une formation spécifique, et ça va apporter beaucoup de choses. Et donc voilà, nous, on aura notre rôle pour faire passer les informations, que cette formation existe, qu'elle ne les pénalise pas pour faire d'autres formations, ce qui va être aussi important, parce que c'est souvent un frein. Enfin, on le voit notamment au niveau de la sécurité, c'est un frein pour les intermittents, de se dire... Oui, mais si je fais cette formation, je ne vais pas pouvoir en faire d'autres. Non, c'est des budgets complètement séparés. C'est ce qu'il faut mettre en place. On a aussi cette problématique sur des saisonniers qui ne sont pas intermittents des spectacles, qui sont en régime général, mais de la même façon qu'ils sont là 5 jours sur le festival. Donc nous, on fait une réunion générale la veille du festival où on aborde tous ces sujets-là avec eux, mais certainement que ce n'est pas suffisant. Donc à voir si on peut s'appuyer sur la médecine du travail, notamment pour faire des interventions tout au long du festival, et que chaque salarié, sur des temps donnés, puisse être formé. Surtout que ce sont quand même des jeunes saisonniers qui viennent, ils sont tous relativement jeunes, donc c'est d'autant plus important de pouvoir les former au fur et à mesure. Pour compléter sur la partie accueil des publics, sur les oasis qu'on a mis en place avec la ville de La Rochelle et les personnels et associations qui travaillent main dans la main sur ces différents endroits, et pour rejoindre Monsieur Pires, du coup, on a fait le choix d'avoir une journée de formation pour l'ensemble de ces personnels d'accueil qui sont dans ces oasis avec des associations, parce que justement pour pouvoir garantir que tout le monde, dans ces lieux, un petit peu des premiers collectes, des premiers éléments ou des premières informations à transmettre, et bien tous à la fois une formation et les procédures mises en place. Et pour le Hellfest, là, il y a eu plusieurs formations qui ont été réalisées auprès d'abord de la direction du festival en 2019 et 2022, notamment avec Ici c'est cool et le planning familial. Et à partir de fin 2022, c'est l'ensemble de l'équipe permanente qui a pu être formée avec le planning familial. Donc c'était une formation Calliope. Et avec Act Right l'année dernière, pareil, formation Calliope. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir après étendre la sensibilisation et la formation sur ces sujets. Mais là, ça permet, je rejoins complètement ce qu'a dit les francopholies sur ce sujet, c'est que nous aussi, on attend sur la partie la formation à destination des intermittents du spectacle. Et pour compenser, en tout cas cette année, en attendant de pouvoir répondre à cette problématique-là de sensibilisation et de formation, au-delà de faire la campagne de sensibilisation, c'est de pouvoir proposer des animations rapides, efficaces et ludiques à leur destination, animées par les partenaires avec lesquels on collabore, notamment je pense à Stop aux violences, pour pouvoir, qui s'appelle maintenant EPVS, écoute, prévention, violence sexuelle. Et l'objectif, c'est de pouvoir présenter des outils comme le violentomètre,
de pouvoir se dire, bon voilà, c'est ludique, ça permet de manière efficace de pouvoir parler de sujets qui peuvent être compliqués, mais de manière le plus ludique possible. Pour compléter la question sur ces sujets de formation, bon, il y a les formations, on voit que c'est plus ou moins simple à mettre en place suivant le statut de vos employés. Par contre, une chose qui me semble être possible pour tous les employés, c'est de leur faire passer le message justement de la tolérance zéro sur les questions sexistes et sexuelles. Et comment vous faites passer ce message? Est-ce que ça passe par le contrat de travail? Est-ce que c'est une mention dans le contrat de travail? Quand on sait la lecture passionnante que sont les contrats de travail et le nombre de fois où ils sont lus, on peut dire que c'est peut-être pas le véhicule le plus approprié, le plus efficace. Ou est-ce que c'est dans des réunions de préparation au départ du travail, quand les chefs de poste disent bon voilà, est-ce que les managers passent ce message? Est-ce que vous passez ce message aux managers de demander une politique tolérance zéro, par exemple sur les propos sexistes et sexuels, comme parfois on peut encore entendre dans ces milieux? Pardon. Je dis parfois, mais enfin, les témoignages qui nous remontent sont plutôt massifs, d'une prédominance encore de ce sexisme que certains qualifient d'ordinaire, mais qui est en réalité très, très présent et qui peut faire beaucoup de mal à certaines personnes. Qui veut sur ce sujet? Pardon, oui. Alors, en effet, il y a peut-être plusieurs choses qui nous permettent de transmettre ces informations. D'une part, on a intégré, en effet, comme vous le dites, dans le contrat de travail, on le disait sur le propos liminaire, un article. Mais en effet, ça peut avoir ses limites, mais c'est quand même un endroit où on a un engagement qui est signé de la part de nos salariés. On a identifié sur chaque site du festival un référent, un interlocuteur particulier qui va être aussi notre intermédiaire si sur son site il y a des questions qui sont remontées ou des choses relevées. Ils sont en lien directement avec nos référentes VHSS. Les plannings de chaque salarié contiennent les coordonnées des référentes VHSS et la permanence que l'on a quotidienne pour venir parler si des personnes le souhaitent. Et on a mis en place depuis 3 ans une newsletter juste avant le festival, 1 mois avant le festival. Il y en a donc 4, une par semaine, qui vraiment regroupe toutes les personnes salariées, mais aussi dans certains lieux d'accueil qui ne sont pas forcément salariés par nous. À la fois une newsletter qui va aborder ces questions-là, mais aussi toutes les autres démarches d'information sur les transitions environnementales, ces choses-là, et qui nous permettent de faire circuler un petit peu l'information. Et ce dont j'avais envie aussi de parler avec vous, c'est que je crois qu'il en a été question, mais j'ai l'impression peut-être trop peu, mais il y a une application qui s'appelle Safer qui a été mise en place, et c'est vrai qu'ils avaient développé, enfin je pense que c'est toujours d'actualité, nous on l'a étudié pour le festival 2023, un MOOC de 2 heures, et ça nous semblait être la bonne solution pour nos équipes, pour au-delà de la simple information dans une newsletter, à la fois d'une tolérance zéro, de quelques principes de base, d'avoir une information un peu plus longue possible, à distance pour chacun, chez soi finalement, ou en parallèle, en amont de sa venue. Voilà, je voulais reparler un petit peu d'eux aussi. Merci. Est-ce que certains veulent compléter? Oui. Je veux bien prendre 2 exemples peut-être. On parlait des agents de sécurité. Je sais que nous on a mis en place, alors c'est vrai que le festival est maintenant moins important en nombre de spectateurs qu'avant, une réunion de présentation avant le festival avec l'ensemble des agents, notre équipe technique, à laquelle participait, pour revenir sur une question que vous avez évoquée tout à l'heure, notre sous-préfet, tout simplement, de manière bienveillante. Donc il y avait une partie qui était liée vraiment à la reconnaissance du travail essentiel que font ces agents, et puis après, derrière, nous, on va avoir un message qui va prioriser les choses essentielles pour ces agents pendant le festival, et notamment ces questions de violence sexiste et sexuelle. Voilà, ça c'est vraiment, à mon avis,
un élément important. On a mis en place aussi il y a quelques années un réseau d'ambassadeurs qui est constitué de riverains, d'élus, des conseils d'administration qui sillonnent le site et qui sont dans la discussion avec les festivaliers. Et donc qui, évidemment, abordent plein de sujets, mais forcément ces questions-là. Et forcément, alors là c'était pour répondre à la question qu'effectivement dans le contrat de travail, il y a un élément, que la charte qu'on fait signer à tous numériquement maintenant, elle est là, mais c'est vrai qu'on voilà, on sait quand la personne l'a lu, parce qu'il y a un message, mais c'est vrai que ça a ses limites. Je pense que l'échange, la présence sur site me paraît essentielle. Ok, personne n'a répondu sur le sujet en disant nous avons passé le message à nos équipes et nous sommes là, nous, en tant que responsables du festival, sur la première réunion de travail, d'installation, de faire ce message zéro, tolérance zéro. Mais peut-être vous l'avez, peut-être vous le faites, alors vous le dites pas, mais je pense que c'est un levier important parce que si vous avez des équipes qui savent que ces tolérances zéro, elles ne sont pas plus bêtes qu'un autre et elles le respectent. Nous, on l'a pas précisé, mais je pense que c'est le cas pour mes confrères aussi, mes consoeurs. On le fait et c'est tellement la première étape que lors de nos réunions de lancement, c'est l'un des sujets que l'on traite avec la présentation de l'ensemble du dispositif. On n'a pas pensé à vous le signaler, mais oui. On est arrivé au terme de l'audition, nous on enchaîne ensuite, donc merci beaucoup. Si vous avez des éléments supplémentaires à nous transmettre par écrit, vos différentes chartes, vos différents protocoles et tout ça, on est preneurs. Et si nous on a besoin de vous réinterroger ou avoir des compléments sur ces différents documents que vous nous amenez, on sera peut-être justement amené à vous recontacter. Et merci beaucoup. Au revoir.